Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Et avant tout les titres. Dans le bras de fer qui oppose l'aile Albadé Abouba et celle de Seyni Omar dans l'affaire du MNSD Nasra, porté en justice, la Cour d'appel a rendu son verdict aujourd'hui. Détail dans ce journal. Ensuite, proclamation des résultats du BEPC session 2015 par la ministre de l'Éducation, Mme Betty Aïchatou Habibou. D'autres précisions dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou, a proclamé ce matin les résultats enregistrés au niveau du brevet d'études du premier cycle session 2015. Ainsi, au total, il ressort qu'un taux de 45,47% a été atteint. Compte rendu Assoumana China et Sadou Doumi. C'est entouré de ses plus proches collaborateurs et partenaires de l'école que la ministre des Enseignements secondaires a proclamé les résultats définitifs du brevet d'études du premier cycle session 2015. Les résultats du BPC de la session 2015 se présentent comme suit. Nombre d'inscrits 116 003 contre 93 787 en 2014. Nombre de centres 359 contre 297 en 2014. Nombre de présentés 111 370 contre 92 302 en 2014. Nombre d'admis 52 000 dont 20 849 filles. Admis en 2014, 24 409, dont 9 907 filles. Taux national de réussite, 45,87% contre 26,44% en 2014. Taux de réussite des filles, 41,73% contre 26,13% en 2014. Comparativement à l'année dernière, on remarque une hausse du taux d'admission de plus de 19 points. Ces résultats sont certainement dus à plusieurs facteurs, dont les importants moyens mis à la disposition des élèves depuis la rentrée, le respect du temps scolaire avec la diminution des perturbations corporatistes, l'engagement de tous les acteurs pour les examens propres, crédibles et satisfaisants. La prise de conscience de plus en plus forte au niveau des élèves que seul le travail paye. Malgré cette avancée, ces résultats ne satisfont pas entièrement les autorités en charge de l'éducation. Des efforts restent à fournir. Loin de nous satisfaire, ces résultats doivent plutôt nous permettre encore de nous remettre en cause en vue de l'amélioration des indicateurs contenus dans le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PESEF et atteindre ainsi les objectifs que nous nous sommes fixés en matière d'enseignement-apprentissage, notamment dans le domaine de la qualité du sous-secteur. Le ministère des Enseignements secondaires a déjà initié et mis en œuvre des actions hardies avec et envers tous les acteurs, enseignants, élèves, parents d'élèves, syndicats, pour ne citer que cela, en vue d'arrêter la descente aux enfers de notre école et d'en améliorer les performances. Il s'agit, entre autres, de la réalisation de nombreuses infrastructures, de la démocratisation de l'école, de la révision des programmes d'enseignement en y introduisant l'éducation à la citoyenneté, de la gestion rationnelle des ressources humaines, de la mise à la disposition de nos services déconcentrés de moyens conséquents pour leur fonctionnement, de la révision des textes régissant les examens du BPC. Pour le bon fonctionnement de l'école nigérienne, l'État a mis à la disposition des élèves plus de 332 000 manuels de toutes les disciplines et à tous les niveaux, selon la ministre des Enseignements secondaires. Des manuels qui sont déjà réceptionnés et qui seront bientôt envoyés dans tous les établissements.
La Cour d'appel de Niamey, dans son verdict rendu aujourd'hui, a levé la suspension provisoire qui pèse sur l'aile Albadé. Une décision qui tombe au moment où le MNSD cherche à recentrer ses forces. D'autres précisions dans le reportage qu'il faut suivre. De verdict en verdict rendu par la justice dans l'affaire qui ébranle le parti MNSD Nasra, les citoyens se retrouvent de plus en plus désemparés par la scission qui gangrène ou qui cherche à réduire la force d'un parti considéré comme le géant de la classe politique. Cependant, cela n'a pas empêché à la Cour d'appel de lever la suspension provisoire de l'aile Albadé du parti. La justice vient de confirmer que nous sommes MNSD et on ne peut que s'en réjouir. Le droit a été dit. Et nous demandons à nos camarades de respecter la décision, qu'ils viennent et qu'on travaille main dans la main. Nous n'avons aucune animosité envers qui que ce soit. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, l'exclusion que CENI a promis vis-à-vis de nos camarades est illégale. Et c'est ce que la justice vient de dire. Donc ils sont MNSD et nous allons continuer à nous battre dans le cadre du MNSD. Je refuse, on ne déchire pas ce parti, je vous en prie. Non, on ne déchire pas ce parti. On ne déchire pas ce parti et pour le moment, le dossier au fond est toujours au niveau de la Cour d'appel. Ne nous poussez pas à dire ce qu'on n'a pas envie de dire. De son côté, l'Al-Saïni Omar reste sereine face aux décisions de justice tout en estimant que c'est au fond que les points seront fixés une fois que l'affaire aura été jugée. La sanction, au fond, elle est encore là. C'est les actions provisoires qu'ils ont demandées. Et comme je dis, ce qui s'est passé tout de suite, pour nous, en tout cas au niveau de l'université, c'est un non-événement. C'est un résultat auquel nous ne sommes pas surpris. Parce que vous vous rappelez que le président de la Cour a été récusé pour le même dossier. Et la Cour a outrepassé sans attendre que la Cour de cassation qui a été saisie puisse se prononcer pour au moins s'assurer que est-ce que la défense est assurée. Un jugement est contradictoire. Et sans jugement contradictoire, on ne tranche que pour peut-être ses amis. Donc ça a été pour nous. Il n'y a pas de débat contradictoire. Ils ont passé outre. Vraiment, pour nous, c'est un non-événement et pour nous, la situation reste c'est le statu quo. Quant aux citoyens ordinaires, restent pensifs face à un aller-retour de décisions juridiques, surtout lorsqu'on sait que les prochaines élections, c'est pour bientôt. Le projet de chronogramme des élections générales dans notre pays est à présent connu. Les réactions des formations politiques, tous bords confondus, dans ce reportage de Michel Deji et Abdel Nasser Seydou. C'est un nouveau chronogramme qui ne fait pas encore l'objet d'un réel consensus du côté de l'opposition politique ARDR. Depuis un an, un certain nombre de responsables de la majorité, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ont déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il y aura d'abord les élections présidentielles avant les élections locales. Au niveau de l'ARDR, nous disons qu'il faut arrêter cette mascarade, nous ne serons pas d'accord par rapport à ce qui est en train d'être fait. Monsieur le porte-parole, l'ARDR est représenté au niveau de la CENI. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'autant plus que vous avez des représentants qui travaillent en collaboration avec les autres membres de la CENI. Je vous informe d'abord que au début, on a voulu imposer à l'ARDR un seul chronogramme. C'est après multiples discussions que la CENI a accepté, notamment à travers la commission administrative, a accepté l'établissement de 2 chronogrammes. Et même lorsque les 2 chronogrammes ont été proposés, à la fin, les responsables de la CENI ont dit que non, ils vont proposer un seul chronogramme au niveau de la plénière de la CENI. Et quel serait ce programme? C'est le programme qui va privilégier les élections présidentielles avant les élections locales. Vous voyez le jeu qui est en train d'être fait. Il a fallu vraiment que nos responsables, nos représentants s'agitent pour qu'on accepte d'amener les 2 chronogrammes. Je dis que je ne peux pas entrer dans les détails, mais beaucoup de choses ont été. Il y a 40 partis au niveau de la majorité, 16 partis au niveau de l'opposition. Et en temps opportun, on rentre dans les détails, beaucoup de choses ont été faites pour amener certains partis qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce chronogramme à accepter sous la base des menaces, sous la base des chantages, sous la base d'un certain nombre de choses. Du côté de certains partis politiques, du rang des non-affiliés comme le Rassemblement des candidats indépendants pour un Niger nouveau également,
ce chronogramme ne fait pas l'objet d'une approbation certaine. Ce n'est pas tous les partis qui vont présenter un candidat aux élections présidentielles. Donc il faut permettre, si on veut que la démocratie soit, il faut permettre à ce que l'ensemble des partis vraiment qui peuvent, quand on crée un parti, c'est pour compétir. Quand des partis qui viennent de naître n'ont pas la capacité ou en tout cas la puissance, parce qu'ils vont l'avoir plus tard, il faut leur permettre de participer au jeu démocratique. Et le chronogramme tel qu'ils viennent de le faire, vraiment, c'est pour consacrer l'injustice et la discrimination au Niger. Et c'est pourquoi on s'est toujours battu. Donc vraiment, nous sommes contre ce chronogramme. Il viole vraiment l'esprit et même la lettre de la démocratie pour laquelle on se bat, pour laquelle on s'est toujours battu au Niger. Au PNDS Taraya, par contre, l'on met en avant l'indépendance de la CENI. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas quelqu'un qui peut remettre en cause les décisions de la CENI. La CENI est indépendante. Donc ils ont beau gesticuler, ils ont beau s'agiter, il revient à la CENI et à personne d'autre de déterminer le chronogramme des élections, comme toutes les autres activités qui sont liées aux élections. Si la Commission électorale nationale indépendante CENI maintient sans modification ce chronogramme, c'est donc après l'investiture du nouveau président élu que débuteront les élections locales. Une première dans l'histoire des élections générales au Niger depuis l'avènement du multipartisme. Ensuite, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR s'est prononcée sur le chronogramme des prochaines élections, ce qui suscita ce commentaire à Hassan Saleh Mustafa. Dans son communiqué de presse de ce lundi 20 juillet 2015, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR constate que le comité national chargé du fichier électoral biométrique CEFEP a une fois de plus manqué à son engagement, celui de doter le peuple nigérien d'un fichier électoral pour le 30 septembre 2015 comme prévu dans son chronogramme initial. L'opposition politique constate également que la nouvelle date annoncée par le CEFEB pour remettre le fichier semble aléatoire car la CENI parle de la date probable du 30 octobre 2015. Surtout que d'une part, poursuit le communiqué de l'ARDR, le recensement à l'intérieur du Niger n'est pas encore terminé et que d'autre part, le recensement au niveau de certaines coordinations de la diaspora n'a pas encore démarré à cause du manque criard des moyens financiers selon l'ARDR. La RDR qui tient à informer l'opinion nationale et internationale au vu de ce constat que le programme boiteux annoncé par la CENI n'est que l'expression de la mauvaise foi et l'incapacité du gouvernement à doter le Niger d'un fichier crédible et sincère, mais aussi l'expression de l'incompétence et de l'amateurisme du bureau du CEFEP. C'est pourquoi l'opposition politique, dans son communiqué de presse, exige qu'il soit mis fin immédiatement au processus du recensement électoral de la diaspora qui ne peut que retarder l'élaboration du fichier et demande au CEFEP de se consacrer exclusivement à l'élaboration du fichier électoral interne. En tout état de cause, l'opposition politique, l'ARDR, tient le gouvernement de la 7e République comme seul et unique responsable dans l'échec de doter le Niger d'un fichier viable pour la tenue d'élections crédibles, transparentes et équitables, et ce, dans le délai constitutionnel normaux, conclut l'ARDR. Ensuite, désormais, la pratique du Maracana va être régulée par une fédération nigérienne de Maracana et disciplines associées. Elle a été mise en place hier à l'issue d'une assemblée générale élective qui a vu l'élection de Sadou Megzo comme président pour un mandat de 4 ans. Reportage Ibrahim Tikire et Soumaïla Abdoulaye. Il s'agit d'un nouveau palier atteint pour la pratique du Maracana de notre pays. La mise en place d'une fédération nigérienne de Maracana et discipline assimilée qui a eu lieu ce 21 juillet 2015 en présence des délégués des 6 ligues installés par le comité provisoire. Après avoir adopté les statuts de la FENIMADA sous la surveillance d'un représentant du ministère des Sports, les Maracaniers nigériens ont élu
un nouveau bureau. Et c'est sans surprise que Sadou Megizo a été élu le premier président du premier bureau de la Fédération nigérienne de Maracana et disciplines associées. Une équipe dirigeante de la FENIMADA composée également des Maracaniens comme Boubedja à la vice-présidence et Jean-Marie au secrétariat général, pour ne citer que cela. Les priorités du bureau, d'abord, dans un premier temps, il faut qu'on arrive en tout cas à vulgariser davantage, en tout cas le football, enfin le Maracana. Et deuxièmement, et cette vulgarisation va passer certainement par la redynamisation, en tout cas des clubs d'abord qui existent. Ensuite, essayer d'apporter un appui, parce que bon, aussi au niveau de Niamey, on a beaucoup de possibilités par rapport aux régions. Essayer d'apporter aussi un appui aux régions pour qu'on puisse, dans les différentes localités-là, asseoir, pour qu'on puisse vulgariser, pour qu'on puisse mettre en place les clubs et les équipes et les clubs qui vont animer en tout cas cette discipline-là dans ces régions-là. C'est ça la priorité. Pour que, bon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on puisse vraiment asseoir définitivement le Maracana, en tout cas même en région. Au nom du ministère de la Jeunesse et des Sports, le directeur du Sport pour tous a rassuré que la tutelle est prête à accompagner les Maracaniens nigériens dans la pratique et la promotion de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais donc féliciter tous les membres qui ont été élus, et ces membres ont la lourde responsabilité de promouvoir le Maracana dans tout le pays. D'abord, il faudrait créer toutes les structures, notamment les clubs, les districts et les ligues. Vous avez constaté que vous n'avez que des structures, que la Ligue comme structure au niveau de l'intérieur. La nouvelle instance nationale du Maracana au Niger, présidée par Sadou Megizo, comprend des avertis d'une discipline sportive similaire au football qui se pratique sur un terrain de handball sans gardien. Pour l'instant, seuls les joueurs âgés de 35 ans et plus peuvent pratiquer cette discipline. Le Niger se prépare à participer en août prochain au Togo à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana que notre pays a eu organisée l'année dernière. Après le mois de Ramadan, plusieurs personnes se plaignent de problèmes gastriques. Alors, comment faire pour y remédier? Je vous propose de suivre les explications du docteur Ilyas Maman. Vous savez, comme disait un adage, l'habitude est une seconde nature. Et après, durant le jeûne de Ramadan, l'organisme s'habitue à un certain rythme de vie, et surtout par rapport à l'alimentation. Vous voyez, les habitudes sont modifiées. Quelqu'un qui a l'habitude de manger matin et soir, et voilà, pendant le mois de Ramadan, et il mange à l'aube et à la rupture. Donc cela n'est pas sans conséquence sur le plan de la digestion. Surtout après le mois de Ramadan, si la personne tente coûte que coûte, vaille que vaille, à manger comme elle a l'habitude de le faire, surtout durant les 72 premières heures. Et c'est pour ça, dans cette première semaine d'après Ramadan, et on constate beaucoup de cas de troubles digestifs, de vomissements, de diarrhées et des douleurs abdominales qui se présentent dans les différents centres de santé intégrés. Et ça, c'est vraiment pour la plupart lié à cette habitude qui subitement on se met sur les aliments, on les consomme de façon exagérée comme on a l'habitude de faire, sans pour autant prendre. Sur le plan international, au Burundi, la Commission électorale nationale annonce un taux de participation de 80%. Le président Nkurunziza devrait rempiler pour un 3e mandat. Comment réagit l'opposition et quelle est l'atmosphère? Récit Patricia Hion.
Dans les quartiers contestataires de la capitale, la population dit continuer de craindre la tournure que les événements pourraient prendre au Burundi. Les gens disent notamment avoir peur que le pouvoir cherche à se venger de ceux qui ont protesté contre le 3e mandat. Ce qui est sûr, c'est que cette élection risque d'entraîner une instabilité au Burundi. Les bailleurs de fonds pourraient aussi décider d'adopter des sanctions si le gouvernement refuse de retourner à la table des négociations. Pierre Nkurunziza va se retrouver à la tête d'un Burundi divisé, isolé sur la scène internationale. Mais la perspective d'une crise économique, voire de nouvelles violences dans le pays, sera-t-elle suffisante pour pousser le président à faire des concessions? Pour le moment, rien n'est moins sûr. La destruction de ces Bouddhas géants par les talibans l'a rendu tristement célèbre. Près de 15 ans après les faits, la province de Bamiyan espère à nouveau attirer les touristes. Reportage Diane Dezobo. Le lac de Bandé Amir est l'un des trésors de la province centrale de Bamiyan, Eldorado des routards étrangers dans les années 70. Non loin de là, les montagnes qui abritaient les 2 Bouddhas géants dynamités par les talibans en 2001. Depuis, Bamiyan a été largement épargné par le conflit qui mine le reste du pays. C'est la 2e fois que cet Australien d'origine afghane vient ici. La première chose qu'on ressent, c'est la sécurité. C'est tellement paisible. N'importe qui peut se promener, de jour comme de nuit, homme ou femme. Personne ne leur causera de problème. Mais les visiteurs comme lui sont rares, car Bamiyan est entouré de provinces infestées de talibans. Entre les risques d'embuscades sur les routes et les petits avions peu fréquents, difficile de venir ici. Le nombre de touristes a fortement chuté ces dernières années. Les commerçants s'adaptent et visent désormais la clientèle locale. On est inquiet pour notre futur parce que les terroristes ont multiplié leurs refuges en Afghanistan. Si le gouvernement ne fait rien, nous ne nous sentirons pas en sécurité. Mais on doit garder espoir. On espère que grâce à Dieu, bientôt nous aurons la paix. Même préoccupation pour les professionnels du tourisme comme Mohamed Ibrahim. Les touristes étrangers sont très importants pour l'Afghanistan et pour Bamiyan. Mais pour le moment, à cause de ces problèmes de sécurité, nous nous concentrons sur les touristes afghans. Ils ne se préoccupent pas trop des problèmes sécuritaires en Afghanistan. Selon lui, 1 millier de touristes afghans visitent Bandé Amir chaque semaine en été. La ville de Bamiyan a été désignée capitale culturelle d'Asie du Sud cette année. Un coup de pouce au tourisme pour cette province qui rêve de dévoiler ses trésors au reste du monde. L'astrophysicien le plus célèbre au monde, Stephen Hawking, se lance dans un projet digne de la science-fiction. Une histoire que nous raconte ici Reza Pounewachi. Détecter des signes de vie extraterrestres et même, pourquoi pas, pouvoir communiquer avec elles. C'est le rêve de n'importe quel fan de science-fiction. Ce rêve, des scientifiques capés espèrent bien le concrétiser grâce à un nouveau programme, Breakthrough Initiative. Son lancement s'est tenu en début de semaine à Londres. Parmi les chercheurs aguerris présents, une tête d'affiche, le Britannique Stephen Hawking, la star des astrophysiciens. L'humanité a un besoin profond d'explorer, d'apprendre, de connaître. Il y a tant de monde et de molécules organiques qu'il semble tout à fait probable qu'il y ait de la vie là-bas. Au total, 10 ans de travail et 92 millions d'euros de budget pour un projet colossal qui se dotera de télescopes beaucoup plus puissants que les rayons laser ou les fréquences radio habituellement utilisées. Parmi les gros investisseurs, ce chercheur milliardaire russe persuadé que la vérité est ailleurs. En un seul jour, le programme permettra de recueillir plus de données que toute recherche précédente effectuée en un an. La portée de notre recherche sera sans précédent. Une semaine après le survol de Pluton par la sonde New Horizons, la science fait une nouvelle fois face à un énorme pari qui ne pourrait aboutir sur rien. Si Stephen Hawking préfère parler aux aliens plutôt qu'aux ordinateurs intelligents, il reste néanmoins prudent si le programme trouvait enfin une vie en dehors de la Terre. Le pape de l'astronomie déclarait il y a 5 ans: si les extraterrestres nous rendaient visite, nous nous retrouverions dans la même situation catastrophique que les Indiens lorsque Christophe Colomb a débarqué. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.